et Aptera. Le sujet aujourd'hui est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des digital therapeutics. Ces digital therapeutics, c'est une des thérapeutiques qui va utiliser le digital et qui va dans les années à venir vraisemblablement être amené à faire partie de la trousse du médecin, au même titre que les médicaments et les interventions non médicamenteuses. Donc tout type de médicaments, les interventions non médicamenteuses. Il y en a certains qui sont, enfin il n'y en a pas beaucoup qui sont remboursés par l'assurance maladie aujourd'hui. On en connaît dans le cadre du cancer du poumon. Il y a des pays qui sont un peu plus avancés que nous sur le sujet, notamment l'Allemagne qui a très investi le sujet. Il faut bien mesurer qu'on est rentré dans l'ère de la data et que la data produite et les données produites permettent de l'évaluation et donc de pouvoir faire en sorte que ces digital thérapeutiques soient de plus en plus évalués comme le sont d'autres processus thérapeutiques. C'est une volonté de l'assurance maladie d'accélérer, alors à sa mesure bien entendu, mais il est tout à fait fort à parier que dans les 10 ans qui viennent, un certain nombre de digital thérapeutiques non seulement seront reconnus comme valides, mais en plus seront remboursés et donc feront partie des dépenses socialisées. Donc voilà, ça va faire partie des instruments classiques. Dans l'arsenal des outils que nous souhaitons investiguer, nous, dans les mois et années à venir, ça fait vraiment partie de ces éléments-là. Alors, j'en finirai là-dessus, c'est que la plateforme telle que nous existons aujourd'hui vit dans le monde digital, mais aussi dans le monde physique. Je rappelle qu'on a 2 centres de santé et aujourd'hui, on a notre board suédois qui est à Paris. En Suède, c'est 60 centres de santé. Donc, on a la vocation de moderniser les soins dans l'intégration du digital et du physique avec ces outils modernes et nos instruments, notre organisation, notre culture et d'intégrer tous ces nouveaux outils dans la trousse des médecins, comme je disais tout à l'heure. Donc, voilà, on est ravis d'ouvrir un peu les chakras aujourd'hui sur ce sujet-là et inutile de vous dire que ça va continuer dans l'avenir. Et merci à Aptera d'être là et merci encore à tous les organisateurs. C'est un plaisir et merci à vous en ce moment de déjeuner, de pouvoir venir nous rejoindre. Je laisse la parole à François. Ouais. Merci pour l'introduction, Nicolas. Tu as vraiment fait le tour du sujet de manière générale. Comme tu l'as dit, c'est vraiment une époque où la technologie et la médecine se rencontrent de plus en plus et ça permet de créer des opportunités assez uniques dans nos prises en charge. Les DTX ne manquent pas à l'appel. Toujours une nouvelle corde à notre arc pour venir en aide aux patients et qui s'articule au mieux avec notre activité digitale. Et c'est en plus une façon de venir renforcer nos prises en charge. Enfin, le sujet qu'on défend le plus chez Lévi, la prévention. Donc, on a dès à présent une prise en charge anticipée qui arrive, dans des DTX qui vont arriver sur le marché au cours de l'année qui vient. Donc, quand on parle de DTX, c'est vraiment digital therapeutics, c'est des thérapeutiques digitales qui vont venir renforcer. Pour moi, ça me fait penser un petit peu à des médicaments digitaux, innovants, entre guillemets. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Quelle est la valeur scientifique de ces nouveaux produits et comment les prescrire? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir sur ce webinaire dédié au DTX en compagnie d'Hélène Piaget, qui travaille chez Aptera, qui est une mission gratuite à destination des médecins d'aide à l'identification et à la prescription de ces nouveaux produits digitaux. Donc, je te laisse la parole, Hélène. Merci. Ravie d'être des vôtres. Et effectivement, aujourd'hui, je vais essayer de vous décrire notre analyse de ce que sont ces thérapies numériques, donc DTX ou thérapie numérique. Juste pour expliquer un peu qui je suis, moi je suis ingénieure de formation et je travaille dans le monde de la santé depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé beaucoup dans le dispositif médical physique au départ, donc les pacemakers, les imageries d'échocardiographies ou dans les appareils implantables de stimulation du cerveau, deep brain stimulation. Et là, on a eu envie avec Aptera et l'équipe de cofondateurs de faire un petit saut dans le monde de la prévention. Dans le monde de la prévention aujourd'hui, c'est assez compliqué de créer des modèles qui sont soutenables. Et ce qui nous a beaucoup plu avec ces thérapies numériques, c'est cet aspect changements comportementaux, éducation thérapeutique et combiné avec le numérique. Et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui en particulier. Et donc, comme l'a mentionné aussi Nicolas Leblanc, c'est un modèle qui existe en Allemagne depuis 4 ans.
et dont la France s'est inspirée sur la prise en charge de ces thérapies numériques. Et c'est aussi de cette analyse de ce qui s'est passé dans les 4 dernières années, de l'existant en Allemagne. C'est sur ça qu'on s'appuie aussi pour vous présenter un peu notre vision des thérapies numériques. Donc, ce que je proposais aujourd'hui, c'était rapidement de décrire un peu ce que sont les thérapies numériques, revenir un peu sur une définition, de vous expliquer ce qui change et puis de finir sur comment nous, on essaie de vous faciliter l'accès à ces nouvelles thérapies. Donc, quand si vous avez des questions, n'hésitez pas à les proposer sur le chat, on pourra y répondre à la fin. Pardon, Hélène. Non, mais bien sûr, en effet. Avec plaisir pour répondre aux questions un peu plus en détail. J'essaierai de ne pas faire un long monologue ennuyeux. Donc là, quand on parle de thérapie numérique aujourd'hui, on parle de dispositif médical. Quand on dit dispositif médical, ça veut dire qu'il y a une vraie revendication médicale d'impact clinique organisationnel et qu'il y a un organisme notifié qui est passé pour revoir le produit, les dispositifs et valider son impact. Donc, ça veut dire marquage CE et aux US FDA, mais bon, en ce qui me concerne, c'est surtout le marquage CE. Et ces dispositifs médicaux, ils ont la spécificité d'avoir leur impact qui est basé sur le numérique. Et donc, pour la plupart, ce sont des applications mobiles pour les patients, à destination des patients et pour usage patient, et conçues pour avoir un usage autonome. Ça veut dire sans forcément nécessiter l'interaction avec un médecin à l'autre bout. L'appli en elle-même délivre un programme qui est de façon autonome suivi par le patient et qui a un bénéfice clinique organisationnel. Et ce bénéfice, il doit être démontré dans une ou plusieurs études randomisées contrôlées, les RCT, qui sont le gold standard en santé. Et pour prouver la revendication médicale, il faut s'appuyer sur ces études. Et depuis peu, effectivement, ce sont des dispositifs qui peuvent être prescrits sur ordonnance par les médecins et pris en charge par la sécurité sociale. Et ça, j'y reviendrai. Mais donc, quand on parle de thérapie numérique, on ne parle pas de télésurveillance. Et on prend le temps de le redire parce que les applis en France qui ont le plus été prises en charge sur les dernières années, ce sont des applis de télésurveillance. Par télésurveillance, c'est une appli qui collecte de la donnée, analyse de la donnée et transmet au médecin des alertes quand les données sortent des seuils définis. Ça, c'est de la télésurveillance. Ça nécessite l'intervention d'un médecin à l'autre bout pour éventuellement adapter le parcours de soins, intervenir plus tôt ou envoyer le patient dans un parcours de soins. Les thérapies numériques, la logique, elle est assez différente. L'impact clinique, il ne nécessite pas l'intervention d'un médecin. Ce ne sont pas de la télésurveillance. Et quand on parle de thérapie numérique, on ne parle pas non plus de tous les applis de bien-être, les applis de self-management, de rappel de médicaments, qui ne sont pas marqués CE, donc qui n'ont pas été évalués, qui sont peut-être aussi avec des bénéfices cliniques, mais qui ne sont pas démontrés et qui ne sont pas évalués. Donc, typiquement, le petit bambou ou même ActiveDo, l'application de la sécurité sociale pour le mal de dos, ce ne sont pas des applications qui sont régulées comme des dispositifs médicaux, donc ce ne sont pas des thérapies numériques. Quand on a regardé ce qui existait en Allemagne en particulier, mais aussi un peu partout dans le monde, on s'est rendu compte qu'elles avaient en commun, ces applications-là, d'agir principalement sur l'enjeu des changements comportementaux et sur des leviers thérapeutiques non médicamenteux. Donc, très souvent autour des briques de l'éducation thérapeutique qui sont la nutrition, l'activité physique, les thérapies cognitivo-comportementales ou le sommeil. Et je ne reviens pas sur le fait qu'elles ont démontré leur impact dans des études cliniques. Et on retrouve principalement 3 modes d'action dans ces thérapies. Alors, évidemment, pathologie par pathologie, il va y avoir des adaptations, mais globalement, il y a du contenu, donc ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, du contenu vidéo, texte, audio sur nutrition, sommeil, ou qui va être spécifique à la pathologie. Typiquement, sur le mal de dos, il va y avoir de l'éducation sur l'importance de la marche ou autre. Sur l'endométriose, il va y avoir de l'éducation spécifique sur la pathologie, par exemple. Il y a toute une brique qui est autour de l'auto-suivi, donc du journaling ou du suivi de symptômes. Je traque mes symptômes, je les documente avec des montres connectées ou alors à la main. J'ai un journal où je parle de mes émotions, de ma fatigue, etc. Donc, il y a toute une brique quasi systématiquement autour de ce suivi-là qui permet aussi de faire prendre conscience d'associations éventuellement entre des évolutions de symptômes et des comportements.
Et il y a quasi systématiquement tout un enjeu d'activité, d'exercice à faire par le patient. Encore une fois, adapté à la pathologie, mais que ce soit de la relaxation, des exercices de respiration, des activités physiques adaptées, des jeux cognitifs, donc dans le cas des troubles cognitifs. Pour les acouphènes, il va y avoir des exercices de thérapie sonore, de stimulation auditive. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que les activités, l'éducation, l'autosuivi, c'est des choses qu'aujourd'hui, on encourage déjà les patients à faire. Mais dans le cadre d'une thérapie numérique, on a repris les bonnes pratiques du digital qui permettent de s'assurer que le patient fasse ces exercices et soit observant à sa thérapie numérique, c'est-à-dire revienne sur l'app régulièrement. Donc, certaines des bonnes pratiques du digital qui pourraient être un travers du digital parce qu'elles elles créent une certaine dépendance. Aujourd'hui, elles sont utilisées dans une finalité clinique plutôt positive. Donc, typiquement, on va retrouver des enjeux de gamification, de personnalisation, tout ce qui est je me fixe un objectif ou je planifie une activité dans mon agenda avec un petit rappel d'engagement derrière. Tout ce qui est le renforcement positif, des petits messages de renforcement positif et d'engagement social. Toutes ces bonnes pratiques-là qui aujourd'hui nous créent une dépendance à des applications sont réutilisées dans ces thérapies numériques pour s'assurer que le patient est observant, revient, fait ses exercices. Et c'est assez important parce que vous devinez bien que le bénéfice clinique, il est très lié à l'usage de l'appli. Le patient qui n'utilise pas l'appli n'aura pas le bénéfice clinique escompté. Donc, ces thérapies aujourd'hui, elles existent dans le monde principalement et en France, elles émergent dans des pathologies qui sont des pathologies qui ont en commun souvent un enjeu d'errance parfois diagnostique et d'errance thérapeutique. Typiquement, l'endométriose ou toutes les pathologies autour de la gestion de la douleur, que ce soit douleur chronique, mal de dos, genou, endométriose. Il y a des thérapies numériques qui existent pour finalement apprendre aux patients à apprendre à vivre avec sa douleur, l'anticiper et mieux la gérer et ou se remettre en mouvement, faire des petits exercices réguliers pour éviter des pics de douleur. Il y en a aussi beaucoup évidemment en santé mentale et on en a plus parlé récemment en France dans l'écosystème. Donc tout ce qui est dépression légère ou modérée, troubles anxieux, troubles paniques, agoraphobie, il va y avoir des thérapies cognitivo-comportementales délivrées de façon numérique pour accompagner le patient dans la prise de conscience de ses biais cognitifs et dans la restructuration cognitive associée. Il y a aussi évidemment pas mal de thérapies numériques dans le champ de nutrition, donc dans les maladies intestinales chroniques, dans l'obésité. Et là, c'est plus quelque chose qui est connu parce que ça existe aussi dans le milieu du bien-être non réglementé. Mais du coup, c'est un peu les mêmes principes qui ont été repris. Et puis, tout ce qui est addiction, aux États-Unis, il y a des applications qui ont… et oui, dans le trouble du comportement alimentaire, je vois qu'il y a une question, je réponds sur le fil en direct. Il n'y en a pas encore de prise en charge en France sur ce champ-là. En Allemagne, il y en a qui ont été pris en charge dans le champ de la boulimie et de l'hyperphagie, je crois que ça s'appelle. Et je connais des sociétés en France qui commencent à s'intéresser à ce champ-là. Dans le champ de l'anorexie, c'est plus compliqué parce qu'il y a des enjeux de taux de suicide un peu plus élevés. Et donc, il y a des enjeux assez complexes en termes de réglementation. Mais sur la boulimie, c'est un peu plus développé. Et donc, ouais, sur les addictions, il y a tout ce qui est addiction tabac, alcool, et puis aux États-Unis, opioïdes, où il y a eu des thérapies numériques qui ont été développées aussi pour aider les patients, accompagner les patients. Et puis, acouphènes, migraines, voilà, c'est vraiment des champs où il y a aussi un enjeu d'apprendre à vivre avec sa pathologie et de changer ses comportements pour que cette pathologie-là ait moins d'impact sur la qualité de vie. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que très souvent, ce sont des programmes qui sont développés pour une période déterminée, c'est-à-dire 12 semaines pour la plupart, très ancrés sur le fait que les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC, elles ont été très souvent validées sur 12 semaines. Mais il y a vraiment cette idée de, pour avoir un impact de changements comportementaux, j'ai besoin d'un usage de l'appli, j'ai besoin que le patient il change ses comportements, ça nécessite un peu de temps, mais souvent après 3 mois ou 6 mois, soit le patient a évolué, soit il est moins
observant à l'application. Alors, évidemment, je mets des gros bémols à ce que je viens de dire. Ça dépend des pathologies parce que typiquement, sur les acouphènes, parfois, le patient va avoir besoin de l'appli pendant plus longtemps puisqu'il y a la thérapie sonore qui fait partie de l'application et dont il aura besoin sur le long terme. Mais parfois, je dirais la plupart du temps, c'est des programmes de 12 semaines. Et du coup, l'évaluation clinique de ces applications-là, elles ont été faites dans ce cadre-là. C'est-à-dire que la revendication médicale du fabricant, c'est j'ai un programme qui dure 12 semaines et je montre que pour mes patients, un bras contrôle, un bras intervention. Ceux qui suivent l'application pendant les 12 semaines, dans le bras d'intervention, à la fin, je mesure, typiquement sur les acouphènes, ça va être l'échelle de tinnitus functional index, je crois que c'est TFI. Sur les troubles paniques ou les troubles anxieux, vous allez avoir la GAD. Il y aura une échelle spécifique au champ à chaque fois, mais qui sera mesurée à T0 à 12 semaines. Et c'est sur cette revendication-là qu'ils vont être demandés la prise en charge. Ils mesurent aussi parfois l'effet long terme, c'est-à-dire est-ce qu'à 6 mois, on a un maintien de l'impact clinique. Mais vraiment, l'idée, c'est d'une intervention temporelle de 12 semaines pour la plupart, 3 mois, 6 mois. Encore une fois, ça dépend de la pathologie et de l'application. Donc, pourquoi on parle de ce champ-là en particulier aujourd'hui, c'est que depuis quelques années, en Europe, il y a pas mal d'évolutions sur la prise en charge de ces thérapies. Donc, en Belgique, depuis 2018, ils ont mis en place ce qu'ils appellent une pyramide d'applications de santé. Et donc, il y a plusieurs stades de niveau de preuve. Il y a le stade marque HCE, il y a est-ce que j'ai les standards de sécurité, interopérabilité sur la donnée, et puis il y a l'impact clinique démontré. Donc aujourd'hui, en Belgique, vous avez plus d'une quarantaine d'applis qui sont rentrées dans ce chemin-là. En Allemagne, ils ont investi énormément, ça s'appelle les DIGA pour Digital Application, et on a 56 apps aujourd'hui qui sont remboursées de façon soit temporaire, soit permanente. Le concept en Allemagne, c'est je demande une prise en charge temporaire pendant 1 an. J'ai 1 an pour finaliser une étude randomisée contrôlée. Et à la fin de cette année-là, je soumets les résultats de mon étude randomisée contrôlée à l'équivalent de la HAS qui s'appelle le BIFARM. Il décide s'il me passe un remboursement permanent ou pas. Donc, sur les 56, je crois qu'il y en a plus d'une trentaine qui sont aujourd'hui passés en remboursement permanent. Et en France, depuis avril, donc depuis le mois dernier, le décret de loi sur la prise en charge anticipée a été publié pour les thérapies numériques, ce qui signifie que le processus est ouvert pour les fabricants pour qu'ils puissent demander eux aussi le remboursement. Alors, je vais insister 2 minutes sur ce fameux PECAN, qui est le nouveau mot-clé dans l'écosystème de la santé numérique dans les startups qui développent ce type de produit. PECAN, donc prise en charge anticipée des dispositifs numériques. La logique, c'est j'ai un dispositif médical numérique avec une revendication. J'ai un premier élément de preuve d'innovation, donc une étude simple bras, une première POC ou un test. Et je suis en train de lancer une étude randomisée contrôlée qui n'est pas encore terminée, mais qui devrait se terminer dans les 6 mois. Je demande à la HAS de me prendre en charge de façon temporaire. Et donc, on soumet le dossier. Il y a 2 évaluations qui sont faites, une évaluation clinique par la HAS, une évaluation plus technique par l'Agence du numérique en santé, l'ANS. Et au bout de 3 mois, ils donnent le feu vert ou pas au fabricant. Et là, vous rentrez dans une période de 12 mois où le fabricant va être remboursé de façon anticipée. Et il a, sur ces 12 mois, 6 mois pour finir son étude randomisée contrôlée, soumettre pour son dossier pour rentrer dans la liste des produits des prestations remboursées, le LPPR, et puis négocier son tarif de remboursement final dans les 6 mois. Donc, ce remboursement, quand on est accepté dans PECAN, c'est quand même une preuve de solidité parce que la HAS ne va pas prendre ce risque financier pour n'importe qui. Elle va le prendre quand elle a assez d'éléments pour se rassurer sur la capacité du fabricant à aller jusqu'au bout de la démarche. Et donc, à partir du moment où vous êtes accepté dans PECAN, n'importe quel médecin peut, sur ordonnance, prescrire cette application-là. Et pour les patients, ce que cela signifie, c'est que vous faites l'ordonnance, le patient, il télécharge l'application, il a le droit de bénéficier du programme et il n'avance aucun frais. C'est l'industriel lui-même qui va facturer l'assurance maladie et les mutuelles pour se faire rembourser pour ce patient.
Donc, c'est un mode de délivrance du médicament numérique qui est un peu spécifique puisqu'il n'y a vraiment aucune avance de frais par le patient. Hélène, Oui. excuse-moi de t'interrompre. On a une question de Denis sur justement les preuves à apporter par ces industriels qui produisent ces applications. Qui évalue un petit peu la rigueur de ces études et des résultats? Alors, c'est la Haute Autorité de Santé, comme pour les médicaments. Donc, il y a le CEPS qui rentre aussi dans l'évaluation. Je vois que Denis lève la main, peut-être il voulait préciser la question. Oui, pardon, non, je voulais te laisser finir, Hélène. Ma question parlait plus directement au niveau de l'évaluation du traitement de 12 semaines du patient. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un côté évaluation dans l'application? Est-ce qu'il y a un rapport qui est formulé soit en cours de route, soit au final, qui est retourné au médecin prescripteur ou au patient? Ou est-ce que c'est l'industriel qui concatène les informations pour fabriquer un… Oui, alors du coup, il y a… Là. Merci beaucoup pour la question. Donc, Pardon. il y a deux cas, il y a deux usages. Donc, pour demander le remboursement, de toute façon, c'est dans le cadre d'une étude clinique. Donc, tous les questionnaires vont être dans ce qu'on appelle le CRF. Donc, est-ce que le questionnaire dans ce cadre-là est un questionnaire papier ou est-ce qu'il est carrément mis dans l'application? La plupart des applications utilisent leur appli pour collecter les données qui vont être le critère de jugement principal et ou secondaire. Après, parfois, vous allez avoir des critères de jugement secondaire qui vont être collectés autrement que par l'appli. Ça, c'est juste le cas du remboursement. Par contre, dans le flux continu de l'usage de ces applications-là, les patients, souvent, quand je parlais de la brique d'autosuivi, souvent, les questionnaires clés de la pathologie font partie des questionnaires auxquels ils répondent de façon hebdomadaire ou 2 fois à 6 semaines, à 12 semaines ou autre. Ce qui existe, c'est aussi certains fabricants, mais pas tous, proposent aux patients de faire un récap à la fin de son programme ou à mi-chemin et de pouvoir le partager avec son médecin. Le plus souvent, c'est fait de façon un PDF que je peux envoyer ou que je peux imprimer ou transmettre. La raison pour laquelle c'est fait sous cette façon-là, c'est principalement parce qu'ils ne veulent pas tomber dans la télésurveillance et ils ne voudraient pas être accusés de télésurveillance alors que ce n'est pas la logique. Mais la cible, l'idéal, c'est quand même quelque chose qui soit plus fluide entre le patient et le médecin et que vous puissiez visualiser aussi éventuellement l'évolution de la fatigue pour l'insomnie ou autre. Mais aujourd'hui, on a un peu cette contrainte réglementaire qui nous empêche de faire ça en tant que fabricant. Donc, la façon dont la plupart des fabricants ont contourné cet enjeu-là, c'est cet export d'un PDF qui résume la situation pour les patients. Pardon, on peut supposer qu'étant thérapeutique, il puisse y avoir des effets secondaires et il peut être intéressant de les dépister en cours de traitement. Oui. Alors ça, c'est toujours mesuré dans les études cliniques. Ça, c'est sûr. Par contre, pendant le traitement, entre guillemets, la seule façon que vous aurez de le mesurer, c'est comme pour un médicament. C'est-à-dire, si le patient a des effets secondaires un peu trop forts, il va vous le remonter, il va reprendre rendez-vous, il va vous dire ça ne va pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a cet enjeu de développer des applis qui soient autonomes parce que sinon, on peut se faire retoquer d'être plutôt de la télésurveillance alors que ce n'est pas le bon concept. Mais on est tous conscients que c'est quand même pas le monde idéal, que le monde idéal, c'est une intégration parfaite, mais on joue avec les règles du jeu actuelles. Donc, concrètement, et j'ai vu la question de César, aujourd'hui, quelles sont les applis qui sont rentrées dans la prise en charge anticipée qui peuvent être prescrites et remboursées, prises en charge par la sécurité sociale? Il n'y en a pas. Ceci étant dit, je vous ai mis cette slide-là pour vous expliquer. Donc, nous, avec Aptera, notre objectif, c'est de faciliter pour vous, les médecins, l'identification de ce qui existe et surtout avoir de façon assez synthétique et simple l'accès à c'est quoi le programme de l'appli et quelles sont les preuves cliniques existantes. Est-ce que cette appli a fait 1 RCT, 2 RCT, 3 sur 500 patients ou 20 dans combien de centres et avoir un peu un lien vers les publications si vous avez besoin de voir les résultats cliniques. Tout ça concaténé sur une page simple de lecture.
Aujourd'hui, donc on a regardé tout l'existant, on sait ce qui arrive puisque la plupart des sociétés allemandes étant entrées dans le concept de faire une étude randomisée contrôlée, etc. pour l'Allemagne, sont en train de demander à la HAS de venir et d'être pris en charge aussi en France, en traduisant leur appli et en l'adaptant culturellement si nécessaire. Dans les enjeux de nutrition, il y a des adaptations à faire entre la Wurst allemande et la choucroute française. Mais donc, il y a évidemment parfois un peu d'adaptation. Mais globalement, ces applications-là sont en train d'arriver en France. Et aujourd'hui, l'application la plus avancée, c'est Hello Better sur l'insomnie, qui a déposé son dossier de prise en charge et qui devrait être prise en charge à partir de cet été si la Haute Autorité de Santé le valide. Et nous, on a aussi identifié 2 autres applications qui sont en train de finaliser leur dossier et que vous pouvez déjà prescrire également sur Aptera. Une dans le mal de dos qui s'appelle Selfback et une dans l'addiction au tabac qui s'appelle Quitoxil. Alors, je vais revenir 2 minutes sur ces 3 applis-là. Je vais pas pitcher à leur place leurs produits, mais juste pour vous dire un peu le mode de fonctionnement. Hello Better Insomnie, donc c'est vraiment ce concept de la thérapie cognitivo-comportementale spécifique de l'insomnie, qui est par ailleurs la première ligne de traitement recommandée par la Haute Autorité de Santé. Ils sont issus du monde académique, ils existent depuis une dizaine d'années et ils ont 4 RCT sur plus de 500 patients en tout. Et ils ont une autre étude en cours en Allemagne avec comme bras de comparaison, le standard of care, qui est le même entre l'Allemagne et la France. Et globalement, ils ont 8 modules qui sont suivis à peu près un module par semaine. Et puis ensuite, ils ont 4 semaines de rappel avec des étapes. Et en particulier, je sais qu'il y a un module de réduction du temps de passer au lit, donc attention, pas passer trop de temps au lit la journée et autres, du contrôle de stimulus. Et puis, on retrouve la brique TCC avec le modèle ABC et des stratégies anti-rumination, etc. Donc ça, c'est Hello Better. On espère qu'ils seront remboursés à partir de juillet. Et dès juillet, vous pourrez, sur Aptera, les prescrire à vos patients. Et vos patients pourront bénéficier de ces applications. Et l'industriel pourra demander à se faire rembourser par l'assurance maladie et la sécurité sociale. Dans l'addiction au tabac, l'application qui est aujourd'hui dans cette démarche-là, elle s'appelle Quitoxil et c'est une application française cette fois. Et on retrouve ce dont on a parlé, c'est-à-dire tout un enjeu d'éducation, des messages de motivation, de la gamification sur le nombre de jours sans tabac, l'argent économisé et autres. Ils ont aussi des petites vidéos que le patient peut se faire pour expliquer ses raisons motivationnelles et ils peuvent quand il a une envie, il y a un bouton stop envie où il se rappelle pourquoi il le fait. Et c'est une application qui a été co-développée avec l'équipe, le service d'addictologie de Paul Brousse de la PHP et qui a pour l'instant fait une première étude en vie réelle sur 1000 utilisateurs. Et qui est en train de finaliser son étude randomisée contrôlée. Donc, eux, ils sont vraiment dans cette démarche on finalise notre étude randomisée contrôlée, on dépose notre dossier à la Haute Autorité de Santé pour demander la prise en charge. Et enfin, vous avez Selfback, qui est aussi disponible en français, qui est une société danoise cette fois-ci et qui est issue d'un consortium européen qui a été financé dans le cadre d'une bourse européenne, qui est vraiment spécifique pour la lombalgie et pour le mal de dos, avec un programme hebdomadaire principalement basé sur activité physique, un peu d'exercice de souplesse, est extrêmement personnalisé. Donc, il y a vraiment un questionnaire très détaillé au départ et les exercices qui sont proposés vont être personnalisés à la fin du premier questionnaire, mais il y a des questionnaires réguliers aussi pour repersonnaliser en permanence le questionnaire, les exercices, pardon. Et ce qui nous a, convaincus que Selfback avait de bonnes chances d'être prise en charge, vient aussi du fait qu'en Angleterre, il y a l'équivalent de la HAS, c'est NICE, qui publie des recommandations, des guidelines, qui a fait une évaluation spécifique sur les technologies numériques pour le mal de dos, en comparant les 5 ou 6 applications qui existaient dans ce champ-là, qui avaient des dispositifs médicaux et qui étaient marqués, avec de la preuve clinique. Et ils résument bien les preuves et ils ont mis en avant Selfback comme une des 3 solutions qui a assez de preuves cliniques pour montrer son efficacité. Donc, avec ce bagage-là, ils sont en train de demander aussi
la prise en charge en France. Donc, on est bien conscient qu'on est en train de vous présenter quelque chose qui arrive. On n'est pas sur un champ où vous avez déjà 20 apps à prescrire dans toutes les pathologies que je vous ai montrées. Mais sur l'année prochaine, on espère qu'il y ait 5 à 10 apps qui soient prises en charge. Il n'y aura jamais d'un coup 50 apps, puisque ça dépend du rythme de revue de la HAS et du CNEDIMS qui se réunissent tous les mois. Donc, il y a quand même une démarche qui est assez lourde et similaire aux médicaments. Mais si on se calque sur le modèle allemand, on espère avoir à peu près une appli prise en charge par mois à partir du mois de septembre. Donc, voilà, d'ici un an, une dizaine d'applis. César, Ouais, juste un mot. Merci pour la présentation. Mais j'ai cru voir sur une slide Kitoxil gratuite sur Aptera. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? C'est-à-dire que quoi, on peut déjà le prescrire? Comment ça se passe? Oui, en fait, ces applications-là, Quitoxil et Selfback, comme ils ont entamé cette démarche-là de se dire, nous, notre modèle, ce qu'on vise, c'est pas de faire payer les patients, c'est d'aller demander le remboursement par la sécurité sociale. Et donc, dans cette démarche-là, on leur a proposé d'être listés sur Aptera et que les médecins puissent prescrire. Et qu'en attendant leur prise en charge par la sécurité sociale, si les patients bénéficient de l'appli via une ordonnance sur Aptera, ils ne facturent pas le patient. Donc, c'est-à-dire, les patients qui viennent par prescription sur Aptera, ils bénéficient de l'application de façon gratuite parce que prescription et parce que anticipation un peu du modèle. Parfait. C'est des applis qui sont marquées CE, donc qui sont dispositifs médicaux en classe 1 ou 2A, ça dépend des dispositifs médicaux. D'accord. Mais alors ça, c'est que Kitoxil ou c'est Hello Better, Selfback et Kitoxil? Alors, c'est Quitoxil et Selfback aujourd'hui. Hello Better, ils sont juste en train de finaliser la traduction. Mais à la fin du mois, Hello Better, fin juin, pardon, ils seront sur Aptera aussi. Parfait. Et vous pouvez commencer à les prescrire. Et là, notre objectif pour nous, c'est d'aller le plus vite possible dans cette démarche-là. Évidemment, on ne veut pas être les garants nous-mêmes de la preuve clinique de ces applications-là. C'est la HAS qui doit faire cette revue. Donc, on le fait quand on est assez confiant sur leur capacité à aller jusqu'au bout de la démarche. À terme, sur Aptera, vous n'aurez que des applications revues par la HAS et déjà remboursées. On n'est pas encore dans cette situation-là. Ok, merci. Je vois plein de questions. Nicolas? Oui, donc moi, je suis juste une suggestion parce que ça, c'est super intéressant que Quitoxil et Selfback soient possiblement intègrent la trousse, comme je le disais en introduction. Du coup, la question que je pose là sur la direction médicale en général, c'est de voir comment on peut accompagner l'ensemble de la communauté médicale pour pouvoir le prescrire, l'utiliser à bon escient. En sachant que ça nécessite un certain nombre de prérequis, mais je trouve ça intéressant pour traduire de manière assez opérationnelle ce que sont les digital therapeutics et que ça reste pas une présentation à un moment donné, quoi. Voilà, donc ça sert aussi à ça de faire de l'animation de la communauté médicale et vos retours seront extrêmement intéressants aussi dans ces nouvelles manières d'envisager cet instrument médical, quoi, tout simplement. Voilà, si vous en êtes d'accord, en tout cas, on peut voir à travailler là-dessus pour l'intégrer dans la trousse à outils Livy. Je rebondis sur le sevrage tabagique. Pardon, excuse-moi Hélène, vas-y. Je rebondis sur la question de l'usage. Est-ce qu'on peut tester ces apps que j'ai vu passer dans le chat et qui est un peu dans la même lignée. Alors, aujourd'hui, vous pouvez, en faisant une prescription à vous-même sur Aptera. Mais ce qu'on a aussi essayé de faire, parce qu'on s'est dit si chacun doit télécharger les 12 applis existantes, c'est pas possible. Donc, ce qu'on fait, c'est des petites vidéos qui vous montrent l'application et qu'on a essayé de faire en 1 minute 30 pour que vous ayez un aperçu assez précis de ce qu'il y a dans l'application. Pas forcément avoir besoin de tout tester vous-même. Je pense qu'on va faire ce travail justement au fur et à mesure de la sortie de certaines DTX au cours de l'année pour savoir dans quelle mesure certaines prises en charge sont vraiment compatibles avec le digital et nos téléconsultations telles qu'on les aborde aujourd'hui, avec les limites inhérentes qu'on leur connaît. Je pense que la plupart pourraient s'intégrer, le Quitoxil par exemple, parfaitement à tout ce qu'on peut proposer pour le sevrage tabagique. C'est vraiment un renfort en plus. Donc on va suivre de près. Donc on va faire ce travail justement de débunkage et de voir
proposer des recommandations internes adaptées. Il y a une question sur le remboursement des complémentaires. Alors, je ne vais pas répondre à la place d'Aptera, mais comme je viens de ce monde-là et que j'y ai officié pendant un certain temps, le mécanisme des prestations non prises en charge par la sécurité sociale, puis après pris en charge, peuvent être potentiellement pris en charge par les complémentaires à certains moments. Ça nécessite des négociations avec les complémentaires. D'une manière générale, hein, je ne sais pas pour les apps, mais d'une manière générale, certaines sont prêtes à rembourser des éléments, des choses digitales en dehors du remboursement de l'assurance maladie. Le seul truc, c'est qu'il faut que ça puisse se faire dans une séquence qui soit différente de celle où les apps demandent à être remboursées, font une demande officielle de remboursement avec l'assurance maladie obligatoire. Voilà, donc il y a 2-3 choses à caler, mais globalement, soit le dispositif rentre dans le droit commun remboursement RO et il y a un ticket modérateur sur le remboursement en complémentaire, soit il n'est pas pris en charge par l'assurance maladie obligatoire et il le demande, et auquel cas il faut attendre que le dossier chemine, et soit il y a peu de chances que le dossier chemine où il n'y a pas de demande, et auquel cas ça peut être remboursé par les complémentaires, mais c'est au cas par cas dans des négociations avec la complémentaire. Je suis désolée, je vais me permettre d'intervenir. En fait, dans le cadre des thérapies numériques, ce qu'a décidé la Sécurité sociale, c'est que ça n'allait pas être au cas par cas et que c'était obligatoire pour les AMC de prendre les 40% restants. Donc, ça fait partie de ce qu'ils appellent les contrats responsables. Et donc, en gros, tous les patients qui ont une mutuelle, quasiment 96%, je pense, sont couverts par AMC également pour les 40% restants. Donc, quand elles sont prises en charge par un régime obligatoire. Ah oui, il y a 3 cas de figure. Tout à fait. Il y a pris en charge en droit commun un régime obligatoire, et auquel cas il y a un ticket modérateur de 40% qui est dans le droit dans le cadre du contrat responsable. Ça, c'est le premier pilier. Si jamais il n'y a pas de prise en charge par un remboursement par l'assurance maladie, il peut y avoir un remboursement par la complémentaire. Mais ça, c'est au cas par cas, c'est chaque complémentaire qui décide. Et nous sommes en relation avec des complémentaires santé, notamment Malakoff Humanis et des gros groupes. Et c'est des choses qu'on peut aussi imaginer à terme. Alors, c'est pas un enjeu de court terme, mais qu'on peut imaginer travailler avec eux de telle sorte à pousser aussi, parce que c'est une manière de pousser. Moi, je l'ai fait dans mon ancienne vie professionnelle, notamment sur une Visible Patient, c'est un jumeau numérique pré-chirurgical, et c'est remboursé quasiment aujourd'hui par toutes les complémentaires. C'est toujours pas remboursé par le RO, mais globalement, les patients ont accès à cette thérapeutique quand ils ont une complémentaire, c'est-à-dire 93 à 94% des Français aujourd'hui. Yes. Donc, du coup, pour compléter la réponse pour Anne, sur Aptera, nous, on mettra que les applis prises en charge RO, et donc elles seront 100%, 60% sécurité sociale, 40% mutuelle, avec la mutuelle qui prend en charge. Donc, l'idée sur Aptera, c'est que vraiment, il n'y ait aucune avance de frais. Pour les 4% de patients non couverts par des mutuelles, pour répondre à Anne, il y a 2 options. Ils sont CMU ou ils sont déjà du coup couverts. Et il y a l'option, ils n'ont pas de mutuelle. La plupart des fabricants aujourd'hui préfèrent ne pas les faire payer. Et donc, acceptent de s'asseoir sur 40%. Donc, facture 60% à la sécurité sociale, mais ne facture pas de mutuelle. Mais certains fabricants vont dire, du coup, je ne donne pas accès au programme, à part si le patient paye les 40% restants parce qu'il n'a pas de mutuelle. Mais globalement, nous, les fabricants avec lesquels on travaille, ils nous disent tous que c'est tellement peu de patients qu'ils préfèrent leur donner accès que de mettre en place un système de paiement et autres. Mais c'est vraiment la main de chaque fabricant, un peu comme pour les médicaments. Juste un point sur ce sujet de la prescription. Donc, sur Aptera, on vous permet de le faire rapidement. Ce qu'on vous remonte aussi sur Aptera, c'est la donnée de savoir est-ce que le patient a téléchargé ou pas l'application. Ce qui est une donnée que vous n'avez pas aujourd'hui dans le cas du médicament, mais qui est du coup accessible de façon numérique. Donc, vous pourrez aussi avoir de façon un peu consolidée, j'ai prescrit à ce patient, je sais si oui ou non il a téléchargé et activé son programme. Pour l'instant, on n'a pas le retour de à quelle profondeur du programme il est allé, c'est-à-dire est-ce qu'il a terminé jusqu'à 12 semaines, mais c'est éventuellement une information que dès qu'on aura, on pourra vous remonter aussi. Mais à minima, vous aurez l'information de est-ce que l'appli a été téléchargée. Est-ce que vous avez d'autres questions sur tout ce que cette petite présentation? Merci déjà de toutes les présentations en direct, je pense, qui étaient assez vivantes. Oui, moi j'ai une petite question sur la pédiatrie, même si on a déjà quelques applications qui vont s'appliquer à notre domaine. Le principal problème qu'on a en ce moment, c'est l'addiction aux écrans. Est-ce qu'il y a des choses
de ce côté-là, ou est-ce que justement le numérique est tabou pour traiter ce genre de pathologie? Non, ce n'est pas tabou. Alors, je connais une société française qui s'appelle Phoenix Health, qui est de Grenoble, je crois, ou région lyonnaise, et qui développe une application pour le traitement de la dépression liée à l'addiction aux écrans. Donc, c'est assez spécifique. Ils ont été obligés d'aller chercher une indication clinique puisque l'addiction aux écrans n'est pas aujourd'hui reconnue comme une pathologie par la Haute Autorité de Santé. Donc, eux, ils ont été vraiment chercher ce sujet-là, dépression liée à l'addiction aux écrans. Et ils ont tout un programme où le patient, qui est du coup effectivement souvent mineur, va avoir une incitation à l'activité physique et aux activités hors écran, type bibliothèque et autres, mesurées de façon un peu passive sur le téléphone et qui lui donne du temps de déblocage d'écran. Et ils ont un temps on-off à partir duquel ils ne peuvent plus utiliser les écrans. Ils ont déjà montré de la preuve dans une première étude et ils vont lancer leur étude randomisée contrôlée pour encore une fois aller demander la prise en charge. À ma connaissance, il y a cette solution, mais je n'en connais pas d'autres. Mais Phoenix Health, je vous invite à regarder, c'est assez intéressant. C'est assez cocasse quand on parle. J'ai pas un bon son. Il y a Julien qui a mis le lien dans le chat. Ouais, c'est super. Merci. C'est vrai que traiter l'addiction aux écrans par les écrans, c'est pas très intuitif. Je vous l'accorde. Mais c'est vrai que c'est une façon de retourner un petit peu cette arme de destruction massive qu'est le téléphone portable. Hein, donc, bonne chose. Est-ce qu'on a, j'en profite pour poser les questions, des retours d'expérience ou d'efficacité sur les thérapies digitales qui sont sorties en Allemagne, qui ont un peu plus de recul par rapport peut-être à d'autres médicaments qui ont les mêmes indications? Alors, il faut faire indication par indication. Il y a plusieurs choses. Bon, typiquement, la comparaison avec le médicament, je sais qu'en Allemagne, il y a une application qui est prise en charge sur la dysfonction érectile et qui montre une équivalence avec le Viagra. J'essaie de voir rapidement. Il y a cette slide qui est intéressante. C'est ce sujet de finalement 85% de ceux qui ont lancé des RCT sont rentrés en permanent. Donc, ça veut dire que la preuve clinique, elle est quand même là, hein, 33 sur 39 évalués. On a des retours. Donc, pour avoir des retours cliniques, il faut le faire que dans le cadre d'une étude clinique. Donc, on ne peut pas forcément, au-delà des publications qui sont synthétisées sur Aptera, on a d'autres retours, par contre, qui est sur l'usage. Et ça, c'est un retour très intéressant que j'en profite pour partager. Parce qu'il y a un peu cette fausse idée que les patients ne vont pas utiliser l'appli. Et qu'on connaît tous, il y a très peu d'applis qu'on télécharge et qu'on utilise très peu. Et en l'occurrence, ils ont mesuré, et là, c'est plus de 2000 patients dans le cadre de cette étude, la rétention à 30 jours, c'est-à-dire combien de patients sont encore en train d'utiliser l'appli de façon régulière à 30 jours, et on est sur 85% des patients. Et je crois qu'à 3 mois, c'était aussi de l'ordre de 70-75%, ce qui est assez important quand même, surtout quand on compare aux applis bien-être ou autres, pour lequel, en gros, à 30 jours, on n'a plus que 8% des patients. Donc, on a des retours plus sur l'usage, sur l'adoption par les médecins. Typiquement, on sait dire aussi qui prescrit. C'est plus prescrit par des femmes que par des hommes. C'est plus prescrit à des femmes qu'à des hommes, de l'ordre de 56-44% le delta. Donc, c'est pas... Mais voilà, il y a des métriques comme ça qui ressortent de l'Allemagne sur l'usage, le nombre de prescriptions, qui prescrit entre les médecins généralistes ou les spécialistes ou autres. Et on parlait tout à l'heure d'effets secondaires. C'est vrai que ça aussi, ça paraît un peu contre-intuitif de se dire qu'une application peut avoir des effets secondaires en termes d'effets secondaires ou d'interaction. Il y a de la donnée. On sait déjà un peu quels sont ces effets secondaires? C'est mesuré dans les études cliniques, il y en a très peu. Ouais. Alors après, évidemment, forcément, c'est les résultats présentés par les industriels, mais bon, c'est mesuré dans le cadre des protocoles d'études randomisées contrôlées. À ma connaissance aujourd'hui, il n'y a pas eu d'effets secondaires significatifs sur certaines de ces applications. J'imagine que le principal pourrait être l'addiction. Ouais, la sédentarité, la cervicalgie. On n'a pas attendu les applis de santé pour créer de l'addiction, j'imagine.
Ouais, moi, j'avais une question du coup dans la continuité de celle de François. Y a-t-il des revues qui présentent justement ces essais cliniques, un peu comme il en existe sur les médicaments classiques, ou est-ce que ça paraît dans les revues classiques de médecine, Lancet, New England, et en France, où est-ce qu'on en est parce que tout le monde ne lit pas le Lancet et le New England en France. Donc, où est-ce qu'on en est du suivi et de l'information de ces publications-là dans le pays? Alors, il y a des publications spécifiques au digital. Typiquement, Lancet, ils ont un digital Lancet, il me semble. Donc, dans chaque journal, il y a parfois des journaux spécifiques au digital. La plupart de ces applications-là, elles sont publiées, enfin, les résultats de ces études sont publiés dans les journaux de la spécialité et pas forcément spécifiques au digital, du coup. Aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on fait avec Aptera, c'est-à-dire que sur chacune des applis, vous avez vraiment le lien avec toutes les études qui ont été faites, publiées. Quand il n'y a que le protocole qui a été publié, mais pas les résultats, parce que ça arrive quand même assez fréquemment, on vous met le lien avec le protocole. Quand on a les résultats qui ont été publiés, on vous met le lien vers l'article pour pouvoir y accéder facilement. Et on a extrait les critères de jugement principaux, résultats, population, nombre de centres, etc. Effectivement, je vois Denis on envoie des newsletters et on va essayer de l'étoffer aussi à chaque fois qu'il y a des nouvelles publications. Après, la HAS, évidemment, reste la source, c'est-à-dire les avis CNEDIMT et autres jouent ce rôle-là, mais je ne connais pas d'autres, des journaux spécifiques sur ce sujet-là. Donc, nous, notre modèle, c'est vraiment d'être à fond sur les thérapies numériques et de les promouvoir pour leur impact préventif et surtout de soutenabilité du système de santé demain. Donc, on a des alertes sur la plupart de ces applis-là et on met dans la newsletter et sur notre blog tous les articles qui sortent et les études cliniques qui sont publiées. Mais sinon, c'est vraiment spécialité par spécialité que vous allez les retrouver. Donc, pour résumer, l'HAS, c'est quand même pas très sexy comme publication. Sinon, c'est des revues internationales ou par spécialité. Et finalement, c'est vous qui le faites le mieux en France aujourd'hui, si je traduis ce que vous dites très humblement, quoi. Alors, très humblement, nous, en France, on le fait. Voilà, je ne connais pas beaucoup d'autres gens qui le font. Mais, du coup, en tout cas, c'est exactement ce qu'on fait. C'est de rendre accessible la preuve clinique sur ces thérapies numériques pour aussi qu'on puisse remettre ces thérapies à leur place dans l'arsenal thérapeutique. Ce n'est pas des apps de bien-être, vraiment. C'est des gens qui ont fait la démarche scientifique propre. Ouais, c'est thérapeutique, quoi. Du coup, c'est au même titre que les protocoles d'évaluation thérapeutique. François, tu es en mute. Je pense que tu parles, mais... Exactement, j'étais muté. Ouais. Mais quand on voit donc le nombre d'applications possibles en termes de nombre de pathologies, c'est vraiment un allié de taille parce que ce qui manque drastiquement aujourd'hui, c'est le temps médical. Et quand on parle d'éducation thérapeutique, de suivi, etc., le fait d'avoir ce renfort par la technologie pour suivre les patients, les accompagner, les auto-évaluer régulièrement, c'est vraiment ce qui nous manque pour être au plus proche du suivi, quoi. Et de la prévention. Peut-être un dernier élément sur les retours des patients aussi. Ce qu'on a prévu aussi de faire sur Aptera, c'est que quand vous prescrivez un patient, nous, on va lui envoyer au bout de 12 semaines, la plupart du temps, un mail qui va lui demander son retour sur l'application. Est-ce que ça t'a aidé, oui, non? Pas une donnée clinique, mais vraiment une donnée de feedback patient, avec l'idée de vous la faire remonter aussi, pour que vous ayez aussi ce retour du patient, de savoir ce qu'il en a pensé, entre guillemets. C'est les prémices des PREMS pour les digital therapeutics? Oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas l'impression. C'est passionnant. Peut-être penser à s'inscrire sur le site Aptera. Oui, juste pour redire, c'est gratuit. Il faut juste votre carte ICPS ou CPS. Et c'est l'authentification ProSanté Connect, authentification sécurisée avec votre carte. Pour remettre dans le contexte, c'est vraiment un outil à votre disposition pour vous aider à identifier les DTX déjà présents et vous aider à
à orienter le patient vers la bonne application et de lui permettre de la télécharger le plus facilement possible. Je vois la question sur les psychologues et je suis bien embêtée parce que j'aimerais bien que ce soit le cas aujourd'hui. Effectivement, comme ils ne sont pas prescripteurs, ils n'ont pas accès. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse évoluer parce que je pense que c'est quand même extrêmement pertinent, en particulier dans les pathologies concernées. Et d'ailleurs, en parlant de prescripteurs, est-ce qu'il y a d'autres professionnels de santé qui peuvent les prescrire ou c'est pour l'instant réservé, enfin, ou ça sera réservé dans un premier temps aux médecins? Pour l'instant, la HS a uniquement poussé pour la prescription par les médecins généralistes, enfin par les médecins spécialistes généralistes, mais les médecins habilités à prescrire les médicaments. Dans pathologie par pathologie, les industriels essaient de demander des dérogations typiquement sur l'endométriose ou sur l'incontinence. Il y a des appliques aussi autour de OAB, l'overactive bladder ou sur l'incontinence. Il pourrait y avoir d'autres prescripteurs. Mais pour l'instant, chaque chose en son temps avec la Haute Autorité de Santé. Déjà, on fait bouger les lignes sur la prise en charge de ce type de thérapie. Mais on a bien en tête qu'il y a quand même pas mal de médecins d'autres professionnels de santé qui pourraient être prescripteurs de ce type d'application avec très peu de risques d'effets secondaires. Donc, il y a un enjeu de bénéfice-risque. Exactement. Ouais. Ouais. Mais en plus, c'est un sujet qui est trop inflammable, à mon sens, pour aujourd'hui, pour être abordé. Puis on est au début de l'histoire, me semble-t-il, mais nécessairement, ça viendra. Nécessairement, ça viendra pour ce que vous avez dit. Le rapport bénéfice-risque est tel. Et il y a tellement peu de risques à prescrire ça, même hors indication évaluée, hors AMM, si j'ose dire, qu'on y viendra, quoi. Et puis je pense qu'il y aura sans doute, mais ça, vous êtes mieux placé pour le savoir, il y aura sans doute un certain nombre de gradations dans les digital therapeutics comme dans les médicaments. Il y en a qui seront d'hyper spécialité et d'autres qui le seront moins vraisemblablement, avec des indications très étroites pour certains et des indications larges pour d'autres, etc., etc. Donc c'est vraiment le début d'un chapitre qui s'ouvre, à mon sens, qui va nous amener un certain nombre de nouveautés, de surprises, et ça c'est passionnant. Ouais. Super. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être finir un petit peu en avance. Tu veux conclure, Julien? Écoutez, oui, je vous ai partagé un petit questionnaire. N'hésitez pas à scanner le QR code et à donner votre avis sur les webinaires. Ça nous sera très utile. Et merci à tous pour votre participation. Merci, bonne journée à tout le monde. À bientôt pour le prochain webinaire. Merci à tous. Merci Hélène d'être venue. Merci Hélène. Bonne journée à tous. Merci Hélène.